Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suppose que quoi qu'il arrive, vous allez mieux que les supporters du foot anglais en général. Parce que bon, on l'a vu cette semaine en Ligue des Champions, les frères, c'était pas trop ça pour eux. Ce qui a évoqué pas mal de débats, hein, le niveau du foot anglais, etc. Vous savez les gars, moi je suis grand fan du football anglais, de, de par la compétitivité qu'il y a dans ce football-là. Cette saison, on nous vend le foot anglais comme quelque chose qui est juste intense, avec physique, c'est tout. Or, c'est pas du tout ça. Parce que je lis des choses, certes, les fans du football anglais, suite au nul du Barça face à Newcastle, sont allés un peu trop loin dans leur comparaison, etc., en disant que le Barça finit même pas dixième de Première Ligue, etc. Donc, cette bonne guerre, c'est sur les réseaux. Mais je suis pas d'accord quand on me dit que le football anglais, il est nul, le football anglais, c'est pas ce qu'on pense. Le football anglais, les gars, c'est ce qu'on pense, hein. C'est intense, il y a beaucoup d'équipes qui finissent pas top 5 en PL, alors que ces équipes-là sont plus ou moins sûres de gagner le championnat chez eux. En fait, c'est pas qu'une question de niveau des équipes, il y a aussi une question d'attente et d'importance de ce championnat-là. Parce que là où pour le PSG, la Ligue 1 aujourd'hui ne valent, je dirais pas rien, mais ne valent pas grand-chose par rapport à la Ligue des Champions, pour une équipe comme Manchester City ou pour une équipe comme Liverpool, c'est pas du tout la même chose. La première ligue est très importante parce que il faut prendre en compte l'aspect économique de ce que représente cette compétition. Parce que il y a le foot, il y a les joueurs, il y a les fans, il y a aussi les dirigeants. Il y a aussi ce qu'attendent les dirigeants, ce que veulent les dirigeants, à savoir gagner de l'argent. Et on sait ce qu'apporte le fait de gagner la première ligue. Je suis désolé de vous dire, par exemple, je donne un exemple très clair, très con. C'est, il me semble que le dixième, voire le quinzième de première ligue gagne plus d'argent que le vainqueur de la Liga espagnole. Ça en dit long, ça en dit beaucoup. C'est-à-dire, le quinzième de Première Ligue, si je me dis je vais investir que l'argent que j'ai gagné grâce à la Première Ligue, je peux investir plus d'argent dans le mercato que le vainqueur de la Liga espagnole. Et ça, c'est très important. Et ça, il faut accorder de l'importance à ce détail-là. Donc, à partir de là, ça rajoute de la compétitivité au championnat. Ce championnat devient important pour les équipes, pour les entraîneurs. C'est pour ça que tous les week-ends, chaque match, c'est un choc parce que il y a pas en fait, il y a pas en fait ce que tu vois quand tu regardes un Real Getafe, un Barça Rayo, c'est-à-dire ce match où tu te dis en fait c'est dans la poche, on y va parce que voilà, il y a pas. Non. Et c'est cette compétitivité-là qui fait que derrière, les équipes de Première Ligue n'ont pas, on va dire, c'est pas la même intensité, n'ont pas le même jus en Europe, parce que c'est des causes à effet. Vous, les plus pragmatiques ou les plus, je dirais pas pragmatiques, je dirais pas des termes vulgaires non plus, les plus faux semblants, ils se basent sur les résultats pour parler quand ça les arrange. Mais on sait que le foot, c'est pas binaire en fait, c'est pas totalement binaire. C'est-à-dire, euh, les clubs de première ligue en fait quand ils arrivent en Ligue des Champions, il n'y a pas le même jus qui est resté. Parce que quand tu prends, je vais faire un détail assez con. Tu prends l'exemple de Chelsea qui, même s'ils ont un match de première ligue, même s'ils ont un match de FA Cup, même s'ils ont un match de Coupe de la Ligue juste avant une Ligue des Champions, ils ne peuvent pas oser espérer que ce match-là va être annulé ou déplacé, tout ce que tu veux. Parce que ce match-là est tellement important aux yeux de la Première Ligue, aux yeux des fans, aux yeux des dirigeants, parce que ça apporte que tu vas le jouer ce match quoi qu'il arrive. Maintenant, tu prends le PSG qui doit jouer contre Nantes, qui Nantes peut-être joue, je ne sais pas, je ne sais pas quelle position est Nantes en Ligue 1, peut-être joue le maintien, peut-être joue une place en Europe. Le PSG va demander à la Fédération française, à la Ligue 1, de reporter ce match. Nantes, ils vont pas broncher parce que ça nous arrange de rendre service au PSG, d'avoir les faveurs de Nasser Al-Khelaifi. La Ligue 1, en fait,
même pour les fans, on s'en fout d'un autre PSG. À la limite, on est même en train d'en avoir rien à foutre d'un PSG Lens qui est deuxième de Ligue 1 à 3 points du PSG. Vous voyez l'ampleur de la chose? Mais va dire à la Première Ligue d'en avoir rien à faire d'un City Arsenal en Première Ligue juste parce qu'il y a la Ligue des Champions la semaine. Non! Limite, t'as l'impression que pour eux, l'Arsenal City est plus important qu'un City Sporting ou qu'un Arsenal Leverkusen en Ligue des Champions. C'est tout ça en fait qui rentre en compte. C'est tous ces petits détails-là qui font que derrière, par moment, tu as des équipes de Première Ligue qui arrivent en Ligue des Champions dès le mois de mars ou le mois de février. Ils sont rincés, ils sont essorés en fait. Il n'y a plus de jus parce que en fait, il y a trop donné. Pour moi, c'est pas la faute des équipes. C'est en partie la faute de l'importance qu'on accorde à la Première Ligue. Et c'est cette importance-là qui fait qu'aujourd'hui, qu'on dit que la Première Ligue, c'est la meilleure compétition en termes de ligue par pays. Et c'est vrai, c'est la réalité. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez prendre les stats que vous voulez, essayer de faire ce que vous voulez. C'est la réalité. Parce qu'au final, vous vous mettez devant la télé, vous y allez devant la télé pour regarder les matchs de Première Ligue. Oui, ils se sont foirés en Ligue des Champions. Oui, il y a des saisons, il y a pas mal de saisons où les équipes de Première Ligue en Ligue des Champions, c'est pas trop ça. Mais ça n'empêche pas que quand tu prends les ligues séparément, une à une, c'est la meilleure ligue. Tu peux dire ce que tu veux. C'est la ligue la plus compétitive. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà. C'était la petite parenthèse, longue parenthèse d'ailleurs, par rapport à la Première Ligue. Maintenant, les résultats. Paradoxalement, le Barça qui fait 1-1 à l'extérieur contre Newcastle, on me le vend comme un mauvais résultat. Alors que Arsenal qui fait 1-1 à l'extérieur contre Leverkusen, on me le vend aussi comme un mauvais résultat pour Arsenal. Il va falloir comprendre, parce que bon, on critique Arsenal pour ne pas avoir gagné à l'extérieur, mais on applaudit Newcastle d'avoir pas su gagner à domicile. Voilà. Donc match nul avec un but de Lamine Yamal sur penalty en effet à la fin des temps additionnels. Ouais, parce que tout de suite après le penalty, on a mis fin, c'était la fin du match. Arsenal qui fait 1-1 sur un penalty gentiment donné, fin de rencontre, penalty converti par Kai Havertz. Le Real qui pulvérise Manchester City, pour pas utiliser d'autres termes, 3-0 à la mi-temps avec 3 buts de Valverde. En fait, je vais m'attarder sur le match de Man City parce que Pep Guardiola. Pep Guardiola, on a dit beaucoup de choses, on est beaucoup à avoir accepté, on est beaucoup de fans à avoir laissé comprendre et entendre que c'est le meilleur coach du monde en termes de club, en termes de foot en club, etc. Pendant des années. Ça a été remis en cause, mais ça a fini par être accepté à un moment donné après le sac de Man City en 2023. Mais sous les dernières années, depuis 2023, à savoir 2024, 2025 et aussi cette année 2026, Pep Guardiola est en train de nous montrer quelque chose. Je ne dirais pas qu'il est limité tactiquement, mais plutôt à toujours vouloir innover, à toujours vouloir montrer quelque chose de nouveau, tu finis par te perdre. Parce que le football, au final, le football, il est simple. Au final, le football, tu ne peux pas le réinventer. Au final, tu ne peux pas réinventer la poudre. Dans la vie, tu ne peux pas réinventer la poudre. Parce que la poudre, ça y est, c'est fini. En 10 ans, à Manchester City, Guardiola, il y a une seule saison où il est allé loin, à savoir avoir le sac en Ligue des Champions. C'est la seule année où il a gardé une ligne directive depuis, on va dire, j'ai envie de dire, pardon, de décembre à mai. Parce qu'on peut considérer que de septembre à novembre, etc., que voilà, tu jauges un petit peu ton équipe, machin, parce que tu as fait un mercato assez conséquent, etc. Tu regardes ce que ça donne. C'était la seule année. En 2021, c'est arrivé en finale parce que tu avais la même chose. Tu avais une ligne directive qu'on gardait. Mais comme par hasard, en finale, on change tout, il n'y a rien qui marche. Ça perd la finale contre Chelsea. Le match d'hier, en fait, je vais pas essayer d'enlever quelque chose au Real, etc. Parce que bon, au final, ça devient lassant parce que toutes les saisons, c'est pareil quand le Real gagne. Parce qu'on se dit, on voit pas c'est quoi le football proposé, on ne comprend pas parce que bon, au final,
faut finir par accepter que c'est ça l'identité du Real, en fait. C'est être capable de te faire mal quand il faut te faire mal. C'est d'être capable d'être, on va dire, une équipe lambda, entre guillemets, sur le terrain pendant quasi tout le match et de piquer dans les deux trois moments qui comptent. Et réussir à ne pas encaisser. C'est la résilience. Donc, je vais rien leur enlever parce que ça finit par être leur ADN. Maintenant, Manchester City, Pep Guardiola. Comment tu as une équipe qui, depuis quelques semaines, parce que City, début de saison, c'était pas trop ça, il y avait quand même pas mal de déchets, que ce soit dans le jeu, que ce soit face aux grandes équipes de PL, etc. Mais comment tu arrives aujourd'hui? Tu vas jouer face au Real de Madrid. Tu as une équipe qui, depuis quelques semaines, fonctionne très bien, avec O'Reilly au milieu de terrain accompagné de Rodri, Ait Nouri qui, depuis la fin de sa canne avec l'Algérie, joue plutôt très bien. Sur le côté, accompagné de soit Cherki, soit Semenyo sur ce côté-là. Et Cherki en 10. Comme par hasard, hier, en fait, sous une folie, parce qu'en fait, il s'intéresse tout le temps à des choses tellement ridicules, tellement inutiles, que tu te dis, mais en fait, Pep Guardiola, c'est quoi qui te passe par la tête? En fait, tu changes toute la colonne d'un côté par rapport à Vinicius. Et j'enlève rien à Vinicius. Vinicius, c'est un très bon joueur. Vinicius, il est très fort en un contre un, tout ce que tu veux. Mais en fait, tu sacrifies tout l'équilibre de ton équipe pour éviter un problème, comme si toi, tu n'avais pas de problème à poser, comme si toi, dans ta grande intelligence Pep Guardiola que tu es, tu ne comprends pas que cette équipe du Real là, si tu mets tes moyens, elle n'est pas censée te faire mal. Elle n'est pas censée te poser tellement de difficultés au point où toi, tu arrives à devoir changer ton équipe. Il n'y a aucune logique derrière. Derrière le résultat des courses, tu joues avec Kursanov qui, j'ai envie de dire, ah, mais merci, quoi. Il n'a pas vraiment subi face à Vinicius, mais Vinicius, il fait un mauvais match. Tu as Doku qui fait un travail monumental début de match sur Alexander Arnold, tellement ils sont obligés de venir l'aider à 3. Maintenant, tu pourrais balancer, changer les attaques de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe. De l'autre côté, il n'y a vraiment rien du tout qui se passe. Avec un Savinho méconnaissable. Avec un choix de faire jouer Semenyo meneur de jeu dans une équipe où tu as Cherki, tu as Foden sur le banc. Où tu as Marmouche qui joue ce poste-là dans le dos d'Alon, qui apporte quelque chose de plus direct, de plus concret. J'essaie de comprendre. Il est où la logique? Il est où l'explication de ce choix-là? Le choix, était minable. C'était minable. Résultat des courses, 3-0. Maintenant, tu vas aller tiède, etc. Tu es à la maison. Mais maintenant, le Real de Madrid qu'on connaît bien dans cet aspect-là, c'est l'équipe la plus forte dans ce sens-là. C'est l'équipe qui, quand elle a l'avantage, quand il faut y aller, quand il faut juste se résilier, quand il faut avoir la grinta, quand il faut gérer le résultat, il n'y a pas mieux. C'est peut-être pas l'équipe sur laquelle tu vas compter pour proposer un jeu flamboyant, un jeu où tu te dis mais waouh, ça domine trop l'adversaire. Mais c'est l'équipe où en fait, là, ils peuvent être nuls comme ils veulent ce week-end en Liga. Ils arrivent mardi, ils sont au taquet. Bonne chance, hein. Moi, je mets pas un centime sur la qualification de Manchester City personnellement. Même pas un rêve. Maintenant, prenons le cas de Chelsea face à Paris. C'est là que je vous dis, hein, au foot, le résultat d'un match réécrit l'histoire du match, hein. Parce que oui, l'histoire, c'est le résultat, hein. L'histoire d'un match, on l'a vu dans le foot moderne, hein. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Paris ouvre le score avec Barcola. Chelsea égalise. 38e minute de jeu sur une action où Cole Palmer peut mettre le 2-1. Il rate, mais vraiment, tu me demandes quand il rate, tellement il tire avec sans envie. Contre-attaque, but de Dembélé 2-2. De retour à la mi-temps, Chelsea égalise. Contre-attaque de Dembélé 2-1. De retour à la mi-temps, Chelsea égalise. Chelsea pose problème au PSG. Chelsea joue un football beau. Sauf que derrière, t'as le gardien. Parce que derrière,
À la 70e minute de jeu, il reste 20 minutes de jeu, c'est au PSG d'aller chercher un résultat. Mais toi, tu joues à la baballe devant ton camp et tu as peu de défenseurs derrière. Tu prends le 3-2, ensuite tu prends le 4-2, et bien sûr, tu pousses pour essayer de mettre le 4-3 parce que voilà, tu veux pas aller à la maison avec 2 buts à rattraper. Tu prends le 5-2 dans la foulée. Ça réécrit toute l'histoire du PSG, que ouais, le PSG s'est réveillé, que machin, peut-être. Pourquoi pas? Mais maintenant, Chelsea s'est tiré une balle dans le pied. C'est simple. Il reste le cas de Tottenham. Tottenham, bon, ils ont fini quatrième. Personne n'a compris déjà comment ils ont fait pour être quatrième, ça qu'on soit clair là-dessus. C'était pas cohérent de par leur parcours en première ligue même. Donc ça c'est clair. Il reste Liverpool-Arsenal. Liverpool 1-0 contre Galatasaray, ils sont capables d'aller chercher leur qualification, ça reste Liverpool. Arsenal, ils ont fait le résultat à l'extérieur, donc ils ont qu'à gagner à la maison et c'est réglé. L'entre-deux, c'est Newcastle qui va à Barcelone, parce qu'on sait que Barcelone, autant qu'on l'aime, il y a des failles, il y a quelque chose à jouer pour Newcastle. Le bilan, en fait, c'est qu'au final, tu as 3 clubs anglais qui a 3 buts à rattraper, qui fait que c'est un ballottage défavorable. Après, les 3 autres, ils peuvent aller chercher un résultat. Et on n'est pas à l'abri que de l'autre côté, il y ait 2 remontadas, hein, même si j'y crois pas. Bref, en tout cas, si je peux parler du match du Barça, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? À part la résilience, à part Hansi Flick m'a montré pour une fois qu'il est capable d'accepter que dans ce match-là, les joueurs sont pas bons. Pour une fois, il est capable d'accepter que bah voilà, aujourd'hui, il faut aller chercher le résultat et ça a payé à la fin du match. Pour une fois, il a compris que ça sert à rien de toujours vouloir presser, de toujours vouloir avoir une défense très haute pour machin, etc. Parce que ça n'apporte pas toujours, ça fait pas toujours bon ménage avec le football moderne. Ça a payé. Le 1-1 pour moi, c'est un bon résultat. À un moment donné, je me disais que même le 1-0, parce que c'est une défaite, ça reste toujours une défaite, parce que certes, tu vas à la maison, mais l'équipe peut décider de poser le bus dès le départ. Mais là, Newcastle, en fait, s'il pose le bus, c'est qu'il joue les prolongations. Maintenant, tu arrives à la maison avec l'aide des supporters, etc., à pousser, tu mets un but, tu es tranquille. Bref. Sinon, les retours la semaine prochaine, les gars, on va regarder ce que ça va donner. Moi je le dis honnêtement, pour moi, il y a des matchs, c'est plié. Pour moi, on part sur un quart de finale, un Real Bayern, avec Bayern qui reçoit le match retour à domicile la semaine entre le 13 et le 14 avril. Parce que les gars, ça va repartir, hein. La semaine du 7 avril, on repart pour de bon, les quarts de finale. On part aussi pour moi sur un quart de finale Atlético contre Barça ou Newcastle. On part également pour moi sur un quart de finale Bodo contre Arsenal ou Leverkusen. Comme on part sur un quart de finale, à mon sens, j'ai envie de dire Paris contre Liverpool ou Galatasaray. Il y a des affaires pour moi qui sont pliées. Tu peux rien faire. C'est plié, c'est gâté, c'est gâté. Maintenant, s'il y a une remontada dans l'un de ces 2 matchs-là de l'autre côté, là où il y a le Paris, le Real, etc., s'il y a une remontada, moi, je la prends. Moi, je la prends. Moi, je suis là pour ça parce que mardi, il n'y a rien à gratter. Mardi, il n'y a rien à gratter. Mardi, tu vas regarder City, Real, c'est plié. Tu vas regarder Chelsea, Paris, c'est plié. Quel autre qui est plié? Hum, À part Arsenal où il y a quelque chose à. Tu vas regarder Bodo Sporting, c'est plié. À part Arsenal, tout est plié. Bon, il n'y a rien à gratter mardi, les gars. Vu qu'il n'y a rien à gratter mardi, je vous dis rendez-vous mercredi vers 20h30, juste avant les autres matchs là. Bah, mercredi aussi, il n'y a pas grand-chose à gratter d'ailleurs. Par le Barça et peut-être Liverpool, il n'y a pas grand-chose à gratter. Mais juste avant le match de Liverpool-Galatasaray, on va débriefer le Barça mercredi. Donc voilà. Et puis voilà, je vous dis à ce week-end, les gars, parce qu'il y a Barça qui joue dimanche contre Séville à 16h15. C'est devenu notre horaire. Et sinon, pour la Ligue des Champions, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Ciao, ciao.